Salut, même, tu vas bien? Salut, salut, ça va et toi? Ouais, nickel, nickel. Bah, encore une fois, comme je dis à chaque fois, merci beaucoup pour ton temps. Ça me fait plaisir que tu nous accordes un peu de temps. Je vais te demander tout simplement pour commencer, est-ce que pour les personnes qui connaissent pas forcément bien, tu peux te présenter, mais vraiment très rapidement? Déjà, salut à tout le monde. Moi, c'est Mam Jaïté. Mohamed Jaïté, pour être plus précis, mais mon nom est un petit peu long, compliqué. On résume à Mam. C'est Mam Jaïté. J'ai commencé je suis basketteur professionnel. Euh, j'ai commencé le basket assez tardivement, 12 ou 13 ans. Je faisais du foot avant. Bon, voilà, comme tout le monde, c'est un peu à la mode en France, on va dire. Mais j'ai commencé le basket tardivement et les choses sont allées très, très vite pour moi. Et ça fait 7 ans que je suis j'ai déjà fait voilà j'ai 25 ans j'ai fait 7 saisons professionnelles déjà et j'espère en faire plein d'autres et l'année prochaine ça sera ma vie. Parfait. Bah, justement, tu me tends la perche. J'allais te demander, tu as commencé le basket assez tard, à 12-13 ans. Euh, comment ça se fait que tu changé comme ça du foot au basket? En fait je dirais que j'avais une volonté vraiment suprême de vouloir réussir. J'avais absolument cette envie de pouvoir percer, de pouvoir réussir en fait dans le sport en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais du foot, je persévérais, hein. J'ai toujours eu cette persévérance, mais quelque part, il y a le résultat a été moins, on va dire, c'était un petit peu moins concret, on va dire, et j'avais comme un grand frère, en fait, quelqu'un que je veux dire comme un grand frère, qui me disait toujours d'aller faire du basket parce que je faisais du foot, mais j'avais peut-être 11 12 ans, je faisais quasiment la tête de l'entraîneur, quoi. Enfin, donc, voilà, c'était vraiment très grand. Et à un moment donné, à cet âge-là, je ne connaissais pas du tout le basket et je ne m'intéressais pas forcément. Et un jour, en fait, je suis parti voir un match de basket dans ma ville. Donc, moi, je suis originaire de Malakoff, en 92, en plus. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai tout s'accroché. Il y avait des gens de taille. J'ai vraiment accroché avec l'ambiance, l'atmosphère qui régnait. C'était un match de N3, hein. Mais j'ai été, à la fin, il fallait me voir sur le terrain, en train de courir avec les autres et jeter le ballon avec les deux mains pour essayer de marquer, quoi. C'était impressionnant. Et c'est comme ça qu'en fait, le lendemain, je suis allé voir mon entraîneur de foot et je lui ai dit, écoute, je vais me mettre au basket et voilà, je suis parti. Parfait. Et tu suis toujours le foot, t'aimes toujours ça? Euh, je suis de très, très, très loin. J'appellerais même pas ça quelqu'un qui se foot, quoi. Je suis quelqu'un qui tombe sur des matchs par hasard, je Ok. dirais. Donc, je suis incapable de citer 10 noms de joueurs, je peux te citer 10 noms de superstars, quoi, mais voilà, quelle équipe je ne peux pas, je peux pas tenir une discussion de foot, quoi. Ok, je vois, je vois. Bon, tu as débuté en Pro B du coup avec Boulogne-sur-Mer, si je dis pas de bêtises, et tu as été très vite appelé pour faire le Hoop Summit. Donc pour les gens qui connaissent pas, c'est un événement qui rassemble les meilleurs jeunes de la planète, grosso modo. Bon, c'est assez énorme hein, dans le basket. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que tu as vécu? En fait, ouais, c'est l'ensemble de l'année qui était juste incroyable, quoi. C'est qu'en fait, j'ai commencé sur une année où en fait, je faisais ma première campagne, ma première saison professionnelle. J'arrive dans le milieu professionnel déjà, c'est un gros choc, hein. On se retrouve à jouer avec des adultes dans un monde d'adultes. Enfin, ça n'a rien à voir. Il y a toujours forcément du plaisir, mais il est quand même bien impacté par ce côté professionnel et ce côté devoir qui est là quand même malgré tout. Et à un moment donné, en fait, ça se passe tellement bien que voilà, je suis amené à faire ce match-là et on m'explique que voilà, c'est les meilleurs du monde de ma génération et tout ça. Donc en fait, forcément, moi, j'arrive un petit peu admiratif parce que je m'attendais pas forcément à tout ça. Je m'attendais pas à en arriver là. J'avais d'autres joueurs qui étaient entre guillemets comme un chemin qui était un petit peu tout tracé. Et, quand j'arrive, en fait, ça se passe sur une semaine. Pendant 6 jours, on s'entraîne ça se passe aux États-Unis, dans la ville de Portland.
Et c'est des entraînements classiques, en fait. Sauf que, à la différence près, c'est que sur le côté, en fait, sur chaque entraînement, en fait, il y a 30 personnes. Donc, dans ces personnes, il y a entre 30 et 40 personnes qui sont soit des scouts, soit des managers généraux, soit des coachs NBA. En fait, c'est le gratin des directeurs sportifs NBA aussi, c'est le gratin de la cellule de recrutement, en fait, qui est là, qui voit chaque entraînement, donc chaque attitude, chaque remarque, en fait, vraiment, et en fait, tu es scruté, en fait, ils sont tous là avec un stylo et un petit bloc-notes et ils notent, en fait, comment ça se passe sur tout et sur tout et tout. Et j'ai eu enfin, quelque part, je suis tombé sur une génération qui était très très forte. On a battu, c'est un match qui se fait entre les meilleurs non-américains contre les meilleurs américains universitaires, du lycée. Et dans mon équipe, par exemple, une petite liste, surtout à mon poste, j'étais dans le même poste que j'avais Joel Embiid, Karl Anthony Towns, qui était là dans la même équipe que moi. En fait, tu avais Andrew Wiggins, tu avais Dennis Schroeder, comment il s'appelle Sergei Karasev, qui est un russe qui n'est plus maintenant, qui est retourné, qui est quand même au Kim Team malgré tout. Donc voilà, c'était une grosse année. Et de l'autre côté, tu avais Julius Randle, tu avais les frères Harrison. C'est quand même une grosse année. Voilà. Et en fait, il y avait Porter aussi qui était à l'intérieur aussi. Enfin, voilà, c'était vraiment impressionnant. On gagne et ben voilà, c'était une semaine incroyable. Ce qui se passe, c'est que moi j'ai la chance enfin la chance, c'est du mérite. Hein, c'est à la fin de la semaine, on détermine les meilleurs qui vont faire le 5 du départ. Et à ce moment-là, moi, malgré le fait que j'ai Anthony Towns et Embiid à mon poste, c'est moi qui suis celui qui débute le match, quoi. Donc, c'était quand même, voilà, c'était quand même une vraie bonne expérience pour moi. Ça se met sur un CV quand même. T'es passé devant Embiid et Anthony Towns. À cette époque-là, voilà, c'était le cas à l'époque. Bon, plus maintenant, mais Non, mais c'est génial. De toute façon, je vais revenir un peu après sur la draft 2015. Mais ouais, le truc que tu me dis sur les entraînements, là, ça devait être une pression monstrueuse de voir tout le gratin qui est à côté de toi qui te scrute quand t'es tout jeune comme ça devait être quelque chose quand même. c'est sûr, surtout qu'en fait, euh, tu sais exactement qu'est-ce qui est en jeu. Et au-delà de, voilà, c'est clairement, il y a cette notion de jeu qui se perd un peu parce que voilà, il y a des intérêts financiers déjà qui sont en jeu. C'est un changement de vie qui est en jeu. C'est un moment donné où à la base tu joues pour jouer. En fait, là, tu te sens que tu as l'impression en fait que même dans ta manière de marcher, il note ta manière de marcher, quoi. Donc, c'est vraiment impressionnant. Et tout est fait pour que tu sois scruté, en fait. Donc, on enlève un peu tout ce côté instinctif et naturel. Tout est un petit peu monté pour ça, on va dire. D'accord, ok, ouais, je vois. Ça doit vraiment être perturbant. Ok. Une Et expérience. j'ai une anecdote qui est assez marrante quand j'ai fait mes recherches. Lors d'un Nanterre-Dijon, je sais pas si tu vois où je veux en venir. Oui, ça me... Il y a une vidéo qui a pas mal tourné du match, c'était assez drôle, on doit rigoler avec l'arbitre, et l'arbitre il te traite de faillot. Alors est-ce que déjà tu as tendance à beaucoup parler sur les terrains, et est-ce que plus généralement vous entretenez des bons rapports avec les arbitres en dehors des matchs, je parle? Disons qu'en fait, les arbitres, avec le temps, quelque part, la manière dont nous, on s'habitue à eux, ils s'habituent à nous aussi. Il y a donc forcément, il y a des petits liens qui se font. Il y a un respect qui est toujours là malgré tout. Et ça, c'est quelque chose que nous, joueurs, on a tendance un petit peu sur le match de temps en temps à pas s'en rendre compte, mais c'est des êtres humains comme nous qui peuvent faire des erreurs, qui des fois peuvent faire des bons choix, puis toi tu juges que c'est pas des bons choix. Enfin, et en fait, on a tendance un petit peu à penser qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, que c'est des robots. Et de temps en temps, voilà, on perd un petit peu cette notion-là. Mais les arbitres, au fond, voilà, ils savent on les apprécie, il n'y a pas forcément de soucis, on s'entend très bien avec eux et du coup, c'est à ce moment-là en question, c'est quelqu'un voilà, que moi j'apprécie particulièrement. Voilà, bon, j'ai essayé de faire un petit quelque chose, mais voilà, malheureusement, ça n'a pas porté ses fruits comme il le fallait. Mais au-delà de ça, voilà, j'essaie moi, on va dire, de rester un peu concentré sur le match malgré tout. Ça peut m'arriver de manière aléatoire un petit peu de me laisser un petit peu aller, mais disons que plus je grandis, plus d'ailleurs, j'ouvre un petit peu la bouche quand même. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'arrive là ou si c'est un. Mais, j'y prends goût. D'accord, excellent.
Ok, ok. Non, mais c'est marrant d'avoir votre point de vue parce que c'est vrai qu'au niveau amateur, bon, tout le monde toujours a la tendance à crier après les arbitres, mais c'est vrai qu'au niveau pro, on se rend pas forcément compte, on n'est pas sur le terrain, donc d'accord, ok. C'est pareil, honnêtement, c'est la même chose à ce niveau-là. L'âme compétitrice, elle est toujours là et à un moment donné, quand tu gagnes, tu peux manquer de lucidité quoi, de temps en temps. Excellent. D'accord. Après ton passage à Nanterre, on t'en parlait tout à l'heure, tu t'es présenté à la draft 2015. Donc, comme tu disais, il y avait pas mal de monde, dont Karl Anthony Towns, pour citer que lui. Malheureusement, tu n'as pas été sélectionné. Moi, je voudrais te demander, est-ce que tu es tombé de haut? Est-ce que tu as rebondi vite et comment on réagit en fait dans ces cas-là? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile quand tu es jeune. Ouais, non, bah, honnêtement, je suis tombé de haut parce qu'à un moment donné, depuis Boulogne, hein, depuis Boulogne, je suis pas signé avec ça. Même quand moi, je ne veux pas y penser, bah, il y a des articles, il y a des gens autour, il y a des proches, en fait, qui vont te ramener le sujet. Donc, en fait, quelque part, tu peux pas t'échapper de ce sujet, tu peux pas ne pas y penser. C'est quelque chose que tu as constamment dans la tête. Donc, ça faisait 2 ou 3 ans que c'est rempli dans ta tête. C'est quelque chose qui est, voilà, avec lequel tu vis, tu dors, tu te réveilles, tu manges. Et à un moment donné, tu te rends compte que, en fait, là, quelque part, une de tes chances, tes plus grandes chances viennent de tomber à l'eau. Voilà, il y a tu réalises pas sur le coup. Et plus le temps avance, plus tu réagis, et, enfin, plus tu te rends compte. Et en fait, voilà, moi, personnellement, c'est peut-être des petites erreurs que j'ai pu faire personnelles déjà. Enfin, sur comment est-ce que voilà, la chose, j'ai géré vraiment des choix sur lesquels je peux regretter. J'essaye en quelque sorte de ne pas regretter et de me dire, bah écoute, quelque part, voilà, peut-être que je ne vais pas y aller. J'essaie un petit peu de mettre ça à l'esprit. J'essaie de me dire aussi, écoute, ce qui est passé, c'est passé. Et maintenant, il faut que j'aille de l'avant et essayer de prendre ce que je peux un maximum sur l'avant. Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que à la fin de ça, je fais l'équipe de France A, en fait. Et donc, en fait, tout de suite, ça m'a changé les idées tout de suite. Ça Ça t'a m'a permis permis de de tout de suite de rebondir. penser, c'est ça m'a permis de rebondir malgré moi et ça m'a tout de suite me reprojeter de l'avant. Après, c'est sûr, hein, c'est une désillusion, c'est une grande défaite. Euh, de temps en temps, pour être honnête, voilà, des fois j'ai des flashbacks, des fois je me dis, ah, si j'avais fait ça, j'avais fait ci. Mais quelque part, j'essaie toujours de revenir en me disant, écoute, je ne peux pas refaire le monde, je ne peux pas refaire le passé, et il faut que j'avance. C'est pas la fin du monde, parce que le problème, c'est que quand on met trop là-dessus, en fait, on a tendance à se dire que c'est la fin du monde, donc on ne vaut plus rien limite, en fait, parce qu'en fait, on relativise plus. Et plus le temps il avance, plus j'essaie de quelque part, je ne vais pas dire pas oublier, parce que j'essaie de m'en servir, mais de ne pas le regretter, en fait. D'accord, ok. Ben justement, la suite arrive, tu as plutôt bien rebondi, puisque après, tu as quand même joué en Europe. Tu es parti à Turin. À Turin, tu as eu un coach qui est un peu connu quand même. Pour les personnes qui ne connaissent pas Larry Brown, c'est quand même quelqu'un dans le monde du basket, pour mettre les choses dans leur contexte. Moi, par rapport à ça, je voudrais te demander, Larry Brown, est-ce que il y a une vraie différence dans le coaching? Est-ce que tu as ressenti une façon de voir les choses, une façon d'imager le jeu, une façon de s'entraîner qui était différente par rapport aux autres coachs ou au final pas tant que ça? Oui, honnêtement, il y a une différence, elle est quand même énorme. Après, quelque part, en fait, moi, j'ai vécu une super expérience avec lui. Mhm. Collectivement, ça a été plus difficile. Et il y a plusieurs choses. C'est que c'est un coach qui a toujours été aux États-Unis, et à une époque où, en plus, le sport américain, enfin, le basket américain était vraiment, il dominait énormément par rapport à l'Europe. Et il voyait le basket européen comme quelque chose de vraiment d'insignifiant un petit peu. Donc, en fait, malgré tout, c'est un homme, il est quand même très, très âgé. Donc, il voyait un petit peu le basket européen comme un peu quelque chose qui est vraiment inférieur, en fait, aux États-Unis, mais je dirais presque qui respectait pas forcément beaucoup. Donc, en fait, il est venu un petit peu en Europe avec ses méthodes et son fonctionnement qu'il avait quand il coachait les équipes NBA. Le problème, c'est que moi, personnellement, ça m'a été bénéfique parce qu'en fait, il m'a pris un petit peu comme quelqu'un qui veut développer et que du coup, lui aussi, les résultats ne suivent pas. De toute façon, je le développe pour l'année d'après, etc. Donc, en fait, je n'étais pas beaucoup utilisé.
mais je bossais beaucoup, il m'apprenait beaucoup de choses au fur et à mesure et j'en étais friand. Même si, voilà, en tant que sportif, tu étais frustré de ne pas jouer, évidemment. Mais j'essaie de garder le positif malgré tout et de savoir, voilà, quel était ce coach quand même malgré tout. Mais sportivement, ça ne suivait pas. Et il avait atteint un âge où, en fait, il était plus en mesure de pouvoir s'adapter, en fait, à ce qui peut se passer en Europe ou un petit peu à changer sa vision des choses sur le basket européen. Et ça a été la limite un petit peu. Mais donc, finalement, malheureusement, il n'a pas pu continuer la saison. Il y a eu un changement de coach. Et ce changement de coach, moi, m'a permis de pouvoir, là, par contre, me lancer et jouer énormément. J'ai joué énormément, ça se passait beaucoup mieux collectivement. Et j'ai joué énormément et c'est comme ça que, du coup, quelque part, en fait, j'ai vécu Kyle Brown en côté formation sans pouvoir jouer. Et ce côté formation, j'ai pu l'appliquer avec un autre coach qui est venu après. Donc, mais Larry Brown, ça reste unique hein, dans sa pédagogie, dans le fait qu'il ne vivait pas le stress. Enfin, c'est très rares sont les coachs qui ne vivent pas le stress. Tout coach, les coachs ont plus stressé que les joueurs même en question en général. Donc ils ont tendance à un petit peu à transmettre ce stress aux joueurs, à le vivre aux joueurs de temps en temps. Donc peut même perdre un peu de lucidité. Lui, et je pense qu'il était tellement âgé et tellement mature et tellement qu'en fait il ne sentait pas ou il ne sentait aucun stress en fait. Et donc en fait il était toujours avec du recul, avec une certaine sérénité, avec une certaine sagesse. C'est unique d'avoir un coach comme ça quand même. Ouais, j'imagine, avec une expérience pareille, je pense que forcément, ça te permet d'appréhender les choses différemment. Ouais, c'est ça. Ok. Tu commences à avoir un paquet de sélection nationale. On va passer à l'équipe de France un peu. J'aimerais savoir, toi qui joues sur les postes intérieurs, j'imagine que tu as eu à défendre et à jouer Rudy Gobert régulièrement. Sa défense, c'est vraiment perturbant. Comment c'est de jouer contre lui? Bah, c'est vraiment, ouais, honnêtement, c'est vraiment impressionnant. C'est que en fait, il, bah, il utilise, ce n'est pas juste le fait qu'il soit grand, en fait, c'est le fait de, c'est sa taille combinée avec sa mobilité et son agilité qui font qu'en fait, c'est un, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment spécial à vivre. À décrire, c'est compliqué même de le décrire. C'est plus, en fait, tu as l'impression que tu peux et en fait, tu peux pas. Donc, en fait, c'est très simple, en fait. Je résumerais ça en une phrase, c'est ça, en fait. Après, par contre, voilà, quand tu t'entraînes tout le temps, quand tu sais que limite, en fait, quand tu sais que tu réussis à faire ça contre lui, tu sais que bon, il y aura peu de gens contre qui tu ne pourras pas réussir. Donc forcément, c'est enrichissant et en étant confronté à ce niveau-là pendant une certaine période, automatiquement, en fait, tu deviens plus fort parce que en fait, tu t'adaptes, l'être humain s'adapte tout le temps et en plus, avec de la bonne volonté, bah, forcément que tu t'adaptes très vite et tu commences à performer. Ok, ouais, ça doit te permettre de progresser à chaque fois que tu es appelé avec la Ouais. sélection. Nickel. Justement, tu viens de passer la saison en Russie. On repart de la France. Comment est-ce que c'était la vie là-bas et est-ce que le niveau du championnat, enfin, comment tu situes le niveau du championnat par rapport à la pro? Bah, la première chose qu'on peut dire qui est assez flagrante, c'est que c'est hétérogène. Donc, là où la France, bon, de moins en moins avec vraiment l'ascension de Lyon et un peu le Valois, enfin, de moins en moins maintenant, mais là où la J-P Elite est un peu référencée comme un championnat homogène, où c'est difficile de pronostiquer en général. Maintenant, ça va changer normalement. Mhm. La Russie, voilà, il y a 5-6 gros clubs qui sont juste quasiment intouchables et qui sont du très très haut niveau pour la France et pour n'importe quel pays. En fait, c'est du très 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 haut niveau. Et tu as d'autres clubs qui vont être au niveau des clubs de pro, en fait, et certains qui vont être même un petit peu inférieurs. Même. Donc, c'est très très différent. Le style de jeu est aussi est assez différent. Je dirais que le style russe et de la VTB, c'est beaucoup basé, ça ressemble beaucoup à de la NBA où c'est basé sur un contre un et moins sur du jeu collectif, on va dire. On aime beaucoup ce côté isolation, ce côté un peu, tu crées, en fait, tu dois aller créer ce que toi, tu dois aller créer par toi-même. Là où, en fait, un basket européen, on va plus chercher à ce que le système amène le panier. La Russie, c'est un peu différent là-dessus, dans ce niveau-là. Après, pour moi, ça me permet voilà, de jouer dans des championnats différents. C'est du basket, c'est un basket qui n'a rien à voir. Les mentalités, surtout, les Russes, ils jouent pas avec passion. Quoi. Je sais pas comment expliquer.
ils jouent, ils font leur boulot, ils rentrent chez eux. Ok. C'est très, c'est vraiment, il y a un choc culturel qui est là malgré tout. Mais honnêtement, en fait, on arrive toujours dans ces moments-là où en fait, tu te dis, tu penses que tu peux pas, et en fait, à un moment donné, tu continues, et en fait, bah, tu t'adaptes et tu fais avec. Hein. J'imagine. Et la vie en Russie, du coup, ça va? C'est bien? Tu t'es plu là-bas? La vie en Russie, pour moi, c'était une vie euh, pas géniale, géniale, parce que de toute façon, j'étais dans une ville qui était un petit peu, je dirais en fait, vraiment une ville qui fait un peu village en fait en Russie, où du coup les gens ne parlent pas forcément anglais. Même les peu de gens qui le veulent, bon, bah, ça c'est propre à la Russie, mais ils ne veulent pas non plus aussi parler forcément anglais. Donc, il y a ce côté un petit peu, voilà, nous, Russes, fiers d'être Russes, on parle le russe. Donc, Ouais. il y a un choc un peu culturel parce que forcément, l'écriture n'est pas la même du tout. Donc, en fait, tu défiles sur les magasins, même les supermarchés, en fait, tu peux pas lire en fait ce qui est écrit. Mais moi, quelque part, ça m'a fait du bien parce qu'en fait, je me suis isolé. J'étais vraiment isolé. Je me suis créé ma propre routine où en fait, je lisais beaucoup. En fait, je passais du temps en fait entre les entraînements, rentrer, lire en fait, et je passais du temps seul, donc je me suis retrouvé moi-même en fait, sans me disperser, et ça a été vraiment bénéfique pour moi. D'accord, ok. Et depuis que tu as commencé, tu as gagné trois titres majeurs, si je peux dire. La Coupe de France, l'Euro Challenge, et avec les Bleus, tu as gagné le bronze en championnat d'Europe. Quel titre t'a marqué le plus et pourquoi? Je dirais que ce qui m'a marqué le plus, ça reste l'Euro Challenge avec mon père. Ouais. Euh, le pourquoi, je pense que c'est plus lié au contexte en fait. C'est le contexte déjà de ce match et l'année déjà il y avait une entente en fait dans cette équipe qui était vraiment spéciale. Honnêtement, c'est peut-être l'année où j'ai une entente comme jamais j'ai pu avoir et ça en fait, on se rend compte, c'est une fois que ça se finit qu'on se rend compte en fait à quel point c'est important d'avoir une bonne entente dans une équipe. Et, on va dire quelque part, je n'ai pas encore été dans une équipe où il y a de mauvaises ententes, Mhm. mais il y a des différents degrés de bonne entente. Et là, c'était vraiment, du coup, voilà, tout le monde était vraiment sur la même phase, tout le monde était, que ce soit les joueurs français comme les joueurs étrangers. Et en fait, gagner avec ces joueurs-là, c'est encore plus de mérite, de plaisir. On a tous quelque chose gravé dans nos mémoires et surtout, le contexte de la victoire, en fait, tu gagnes à la dernière seconde chez l'adversaire où c'est blindé comme pas possible. Il faut venir leur premier ministre turc, quelque chose comme ça, qui vient pour le match avec la vidéo à la fin pour vérifier si c'est bon ou pas. Je ne sais pas ce qui manquait pour faire un film. Tu vois. Donc, C'est clair, c'était c'est vraiment c'était scénario juste de film. le scénario, il est juste incroyable. Génial. Ok, on va revoyager pour l'avant-dernière question. On va repartir aux Ouais, États-Unis. J'imagine que tu as suivi l'actualité NBA. La NBA est censée reprendre d'ici fin juillet. Mais il y a à Orlando, mais il y a quelques joueurs qui sont pas forcément pour. Je pense à Kyrie Irving, je pense à Dwight Howard par rapport au mouvement Black Lives Matter. Et à l'inverse, tu as des joueurs comme LeBron James ou d'autres, ou Austin Rivers par exemple, qui pensent au contraire que ça doit reprendre pour soutenir la cause, etc. Toi, je voudrais te demander, en tant que basketteur noir, est-ce que tu as un avis là-dessus? Est-ce que tu penses que ça doit reprendre ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt du côté, si je puis dire, d'un Kyrie Irving qui pense qu'il faudrait peut-être pas jouer pour soutenir la cause? Euh, moi, je dirais que la question, elle est purement économique et financière. Je pense que elle se joue pas sur un côté de vision des choses, parce que je pense pas que ceux qui veulent reprendre sont contre le mouvement Black Lives Matter, c'est ceux qui veulent pas sont pour. Je pense que en fait, la situation de chacun fait que ils ont besoin de reprendre ou pas pour des raisons X ou Y. En étant, voilà, j'essaie d'être un petit peu modéré, de chercher à être un petit peu juste dans ça. Pour des raisons X ou Y, malgré le fait ils ont beau gagner des sommes incroyables, en fait, voilà, c'est une réalité. Il y en a qui ont besoin d'argent, en fait, comme pas possible, et qui, en fait, ils ont besoin de jouer pour pouvoir, aux États-Unis, il y a un système qui n'est pas comme la France, il n'y a pas d'aide, et il y a beaucoup de personnes qui s'occupent de plein de personnes en même temps, plein de personnes dépendent d'eux.
ils ont besoin d'une certaine liquidité en fait qui font qu'en fait ils doivent bosser. En fait, c'est au-delà du jeu. En fait, c'est au-delà du jeu, c'est économique pour moi en fait avant tout. Après, euh, pour répondre pour moi le côté sportivement, pour moi ça n'a pas de sens de reprendre. C'est sportivement pur. Le champion pour moi n'a pas de valeur. Et de plus, le sportif est tellement faussé qu'en fait, pour moi, il n'y a zéro intérêt. Quoi. Mais et économiquement, voilà, il y a des personnes qui sont dans un certain besoin, dans certaines situations, sans même parler de sport, en fait, je parle même d'un métier de tous les jours. En fait, il y a des gens qui ont besoin de travailler parce qu'en fait, à un moment donné, financièrement, ils peuvent pas en fait assumer. Après, je peux comprendre, hein, je peux comprendre un petit peu les deux points de vue. Donc, c'est compliqué en fait de choisir un camp. Moi, je pense qu'en fait, si j'étais en fait dans ce cas-là, j'aurais fait en fonction de ma situation. Qu'est-ce que en fait, comment j'en suis déjà financièrement, comment j'ai besoin de pouvoir faire, parce que j'insiste vraiment sur le financier parce que pour moi en fait la reprise de la NBA, elle est purement financière. Il n'y a rien de sportif dans ça en fait. Donc en fait c'est pour ça que je réponds avec le côté financier. Bien sûr, bien sûr. Et puis parallèlement à ce que tu dis, je sais qu'il y a Kyrie Irving, par exemple, qui a pu être vachement critiqué, ou il y a des joueurs ou des personnes qui ont dit que bah, voilà, il est au contrat max, donc de toute façon, lui, il joue ou pas, il s'en fichait. Mais qu'à l'inverse, tu as des joueurs qui sont au salaire minimum, ou tout simplement, sans aller aussi loin que ça, des gens dans les staffs des équipes qui ne gagnent pas des millions et des millions chaque année, et qui, effectivement, comme tu dis, ont besoin de travailler. Donc c'est vrai que Et, et il y a de c'est l'importance. exactement ça. Et après, il faut toujours, quand on parle de ce sujet-là, il faut toujours vraiment mettre les choses dans le contexte. C'est que les États-Unis, en termes comment ça s'appelle, de société de consommation, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire que. Et en termes de, de, aussi de système gouvernemental, il n'y a pas d'aide. Il y a aucune aide. Et bon, c'est un petit peu je vais faire une généralité, mais je dirais que 8 ou 9 personnes sur 10 joueurs NBA, qu'ils soient millionnaires ou qu'ils soient des joueurs qui gagnent au-dessus de la moyenne largement, mais qui ne sont pas millionnaires, ils s'occupent de plusieurs personnes en même temps et que plusieurs personnes dépendent d'eux. Donc, en fait, ils ont une responsabilité qui aussi, à un moment donné, euh, ils, ils se, il y a des choses, ça ne se passe pas que sur le terrain. Quoi. Bien sûr. Ok, et pour finir, on va aller sur un côté un peu plus gai. Si je ne me trompe pas, tu n'es plus en contrat avec Saratov cette année, c'est terminé, tu es libre. Qu'est-ce qui est prévu pour l'année prochaine? Est-ce que tu as déjà des contacts et est-ce que la NBA, on y réfléchit ou pas? Bon, malheureusement, à la NBA, j'ai eu des petites opportunités qui ont échoué, mais il y a quelques années, genre, ça aurait pu être un coup. Forcément, j'aurais aimé, mais ça a échoué de très, très peu. Ce n'est pas d'actualité. Je ne fermerai jamais la porte de ma vie, ça, c'est quelque chose qui est hors de question. Mais ce n'est pas quelque chose qui est forcément d'actualité. En ce moment, je suis en train d'attendre. Voilà, je pense que d'ici 2-3 jours, il y a quelque chose qui devrait sortir dans le Ah, futur des semaines. super. Euh, mais du coup, c'est voilà, disons que je suis en train de devenir un petit peu un globetrotter. Voilà, donc on verra ça dans quelques jours, je pense. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Bah, tu peux te faire passer pour James Ennis en NBA, hein, t'as un petit air, hein, ça peut passer, hein. Je vais essayer, je vais essayer. Peut-être que Nickel, bah merci beaucoup, même en tout cas, hein. avec plaisir, avec plaisir. Pas de souci.